Chaque lundi à 13h30, en supplément de Smart Bourse, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Baradès qui est à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Merci d'être là. Un mot quand même de l'ambiance de la semaine passée qui a été... Alors, je ne sais pas si c'était une semaine de rupture, en tout cas une semaine de soulagement, de sacré soulagement, à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés actions, avec une volatilité en général qui est quand même bien retombée par rapport à ce qu'on observait les 5 ou 6 semaines précédentes. Oui. Si, moi j'aime bien le terme semaine de rupture. Alors, pas forcément sur les tendances de fond, on va en parler tout à l'heure, mais rupture en termes de ce que la Fed attendait, avec beaucoup d'impatience, ce que Jérôme Powell avait démontré quelques jours avant toutes les statistiques qui sont arrivées la semaine dernière, à savoir une économie américaine qui était trop résiliente selon lui. Il était surpris, il avait un peu ce terme, surpris par la résilience et par cette croissance américaine au-dessus du potentiel. Et enfin, on est la semaine dernière, toute une série en plus vraiment strike. Ça touche aussi bien l'ISM Service que l'emploi, Jérôme Powell lui-même, avec des propos aussi, deuxième pause consécutive de la Fed, avec des propos très équilibrés, donc moins faucons que ce qu'on a pu entendre précédemment. Donc ça fait mouche au niveau des taux, vous l'avez dit, toute la courbe a baissé. Il y en a même des taux longs qui ont baissé plus que les taux courts, donc encore plus spectaculaire. Et forcément, si les marchés actions étaient pressurisés par ces taux, cette résilience de l'économie américaine, bad news is good news forcément, et ça génère un squeeze, mais qui est quand même fort. C'est 5-6% de hausse pour les marchés actions, c'est pas rien. Donc et je pense qu'il y avait une rupture quand même au niveau de la dynamique américaine. Alors, rupture ne veut pas dire qu'on passe de quelque chose de très résilient à la catastrophe et au hard landing. Ça veut quand même dire qu'on a probablement franchi ce cap d'archi-résilience et qu'on commence à arriver dans cette pente un peu plus ralentissante. Bienvenue pour la Fed. La question désormais, ça va être quel comportement des entreprises là-dedans, parce qu'on voit aussi que le marché de l'emploi s'est un petit peu tassé. On voit qu'au-delà du chiffre NFP au taux de chômage, il y a quelque chose qui était déjà dans les radars avant même ce rapport sur l'emploi, c'était les demandes continues d'allocation chômage. Ouais. Pas les inscriptions, mais les demandes continues, ça fait 4-5 semaines que c'est sur une hausse qui est bien soutenue. On voit également depuis 2 mois et demi une hausse des licenciements aussi aux États-Unis, ce qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer sur l'économie américaine. Et on en revient au discours de Jérôme Powell qui disait que le marché obligataire finalement faisait le job, que la Fed n'est plus besoin de faire. En fait, les taux obligataires étaient tellement tendus ces derniers mois que ça faisait le job du durcissement monétaire. Sauf que là, on a assisté à quelque chose d'assez violent sur les taux. Et il ne faudrait pas que ça devienne un facteur trop, je ne dis pas accommodant encore, mais que le marché obligataire se détende trop, parce que ça obligerait la Fed à ce moment-là, pas à agir sur les taux, mais peut-être à remuscler un peu le discours pour ne pas faire faiblir les troupes, en fait, les troupes obligataires. Il y a une forme de jeu de dupes là qui s'installe peut-être entre le marché obligataire et la Réserve fédérale américaine qui ne peut plus monter les taux, ou en tout cas qui nous dit qu'elle ne veut plus le faire à ce stade, mais qui doit maintenir suffisamment de tension pour être confortable avec l'atteinte de son objectif. Et donc c'est là qu'on arrive vraiment dans cette partie de longueur. Le higher, ça c'est vu, en Europe probablement, aux États-Unis aussi, c'est le longueur qui va compter, la partie longue, enfin, la durée de maintien des taux élevés. Et selon moi, et on va en parler après dans la partie graphique, mais c'est ça qui peut nécessiter encore un peu de bataille tendancielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas souvent passer dans ce sentiment où si on n'avait que des mauvaises nouvelles sur l'économie américaine ou des nouvelles moins bonnes, des stats moins bonnes qu'attendues, on en aura d'autres très probablement, mais est-ce que ce sera systématiquement bad news is good news, ou est-ce qu'à un moment donné, les bad news deviendront des facteurs un peu comme on avait en Europe, où on se pose quand même des questions sur la trajectoire économique, risque de récession qui est quand même bien plus marqué en Europe qu'aux États-Unis, mais ce thème de la récession va commencer forcément à réapparaître un petit peu, même si moi je considère toujours qu'on est dans le plan de vol de la Fed pour l'instant. Pour l'instant, c'est landing, on commence peut-être à voir ce landing arriver. Hard landing serait quand même étonnant, sauf accident de la Fed, donc pour l'instant on est quand même dans le plan de vol de la Fed, tout se passe plutôt bien encore. Ouais, donc un schéma un peu de bataille quand même désormais autour de cette idée du ralentissement macro. Là. Comment est-ce que le marché va qualifier cette histoire de landing, d'atterrissage de l'économie américaine? Oui, parce que l'économie européenne, on voit les signaux sont quand même faibles, et depuis quelques temps, on voit qu'il y a momentum sur l'Europe. La Chine, ça commence à bottomer un petit peu, mais les PMI la semaine dernière, on a vu une amélioration des PMI manufacturiers, c'est un petit peu redégradé à nouveau. Donc on sent quand même que là, une grosse partie des moteurs mondiaux, Europe et Chine, sont quand même un peu ralentis. Le gros moteur US qui tournait plein régime commence à ralentir aussi. Donc il y a quand même une petite bascule au niveau de la dynamique mondiale. Et est-ce que c'est suffisant pour amener les indices vers leur record précédent et de nouveau plus haut, ou est-ce qu'il y aura une partie de ralentissement économique qu'il faudra intégrer aussi au cours? Et c'est pour ça que moi je plaide toujours un peu pour la consolidation plutôt qu'un redémarrage de rallye tout de suite. Bon, qu'est-ce que ça donne techniquement sur notre indice parisien CAC 40, alors qui souffrait depuis 6 semaines, je crois, ça fait 3 mois grosso modo que les indices baissent, août, septembre, octobre, et la semaine dernière, la première semaine de novembre, qui a marqué donc
un rebond puissant sur les actions, on le disait, avec un CAC qui est revenu autour de 7050. Hein. Oui, alors le scénario qu'on dessinait avant ce rebond, c'est de dire la zone 6005-6008, et depuis des semaines, ouais. dire c'est la zone qui doit amortir la phase de baisse. Il n'y a pas vraiment de raison, ni fondamentale, et même par rapport aux valorisations, de retrouver des niveaux de 2022, des plus bas de 2022. On rappelle qu'on les avait fait quand la Chine était confinée, quand la guerre en Ukraine venait de se déclencher, et quand les banques centrales... On était tombé à 5006, hein, c'est ça, voilà, sur le CAC. Hein, il y a peu de raisons, même en termes de psychologie, de retomber sur ce niveau-là. Les multiples de valorisation sont quand même beaucoup étendues depuis quelques temps. Enfin, en tout cas, sont venues dans les moyennes des 10 dernières années, aussi bien côté US que côté Europe. Donc, elles ne sont pas chères à ce stade. Mais si on part du principe qu'effectivement, l'économie est quand même en train de ralentir et son lancement pour un peu accélérer, se dire qu'on est tout de suite en train de repartir vers les 7006, 7007, ça me paraît un peu rapide. Et pour autant, je continue de considérer que la zone 6005, 6008, c'est solide. C'est la zone solide. Donc, le risque, il peut être de... Peut-être, je ne vais pas s'endormir, mais d'arriver, à cette grosse oblique, c'est vraiment l'épouvantail. On prend le creux du Covid, on prend le creux de 2022, et tout le monde a cette oblique en visuel, mais on voit que pour l'instant, on est amorti un petit peu au-dessus, 200-300 points au-dessus. Moi, je ne verrais pas tout de suite l'hypothèse de réintégrer la zone en fait, de cet été. On était en gros entre 7005 et 7100, on est quand même passé à dessous, et la semaine dernière, on est dû taper 7100 à nouveau. Donc on n'arrive pas pour l'instant à rentrer dedans. Moi, je verrais bien un scénario où on a du mal à rentrer au-delà de 7100 et on reste encore à naviguer 7000, 6009. Vous voyez, on navigue un peu, toujours au-dessus de l'oblique, mais un peu au-dessus des supports de la semaine précédente, mais où pour l'instant, on n'est pas encore sur la phase de réintégration de cette zone 7100, 7005. Par contre, je continue de penser que c'est une très bonne zone d'accumulation. C'est-à-dire ceux qui ont du cash ou autres, je ne parle pas forcément des professionnels, mais des ils en ont aussi. Voilà. Oui, dans les allocations, il y en a. Je pas sans trop de risques, mais voilà, c'est des zones où, oui, si on a du cash, avoir de l'obligataire, c'est très bien aussi, mais revenir sur les actions quand il y a des LVMH qui ont perdu de 30% et quelques, ou pas loin, il y a forcément des opportunités qui naissent dans ces zones-là. Simplement, c'est peut-être pas le top départ d'un V-bottom qui nous ramène sur les sommets et vers de nouveaux records. Voilà, donc je pense qu'il y a encore un peu de consolidation possible entre 6008, voire même 6007 et 7100. C'est un peu le scénario que je dessinerai pour les jours et les semaines à venir. Comment le scénario se traduit pour les indices américains, si on prend la référence américaine qui est le S&P 500, Alexandre? Alors, on a là aussi, en termes de valorisation, on peut plus considérer qu'on est hyper cher quand on regarde les PE forward, 12 mois. On est revenu même au niveau de la moyenne des 10 dernières années, donc c'est des niveaux de 17-18 fois. On est loin des niveaux déjà stratosphériques de 2021 et même un peu du début d'année, ça s'est quand même bien normalisé. Il y a des bonnes surprises aussi au niveau de la saison des résultats. On était parti avec des consensus, par exemple, sur alors pas les chiffres d'affaires, mais les bénéfices qui devaient se replier encore pour un 4e trimestre consécutif en year-to-year. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure de la saison, on est passé en positif. C'est-à-dire qu'on a déjà une progression des résultats, enfin des bénéfices. Simplement, là, il y a deux choses qui vont arriver un petit peu en confrontation. C'est-à-dire, d'un côté, cette macro américaine qui commence à montrer des signaux de ralentissement, et l'ISM Service, 2 points en moins d'un mois à l'autre, c'est quand même pas rien. Et de l'autre côté, les attentes des analystes pour le 4e trimestre, où là on attendait vraiment le rebond des bénéfices de manière plus marquée. Et c'est peut-être là que les deux vont être un peu, alors je ne dis pas contradictoires complètement, mais du coup il y aura un suspense qui va falloir tenir pendant 3 mois jusqu'à la prochaine saison de résultats. Et c'est au cours de ces 3 mois-là que les gérants, continueront d'hésiter parce que les rendements vont rester élevés, ils ne vont pas retomber tout de suite, même si ça c'est un peu détendu, on n'est pas non plus sur des taux qui s'affaissent complètement. Et donc, oui, cette zone, ce n'est pas une figure chartiste, mais la grosse oblique tendancielle, creux du Covid et creux 2022 aussi. Selon moi, c'est ce qui sépare les scénarios. Il y en a qui ont toujours des scénarios de hard landing. Ah, bien sûr. Donc c'est en gros la ligne de démarcation entre le bien et le mal. En dessous, c'est attention, récession en tout cas marquée, voire hard landing. Et au-dessus, c'est soft landing. On ricocherait un peu dessus, on repartirait. Moi, je serais plutôt de cette deuxième hypothèse-là, toujours. Mais il me semble quand même qu'on a un peu trop vite épargné cette oblique. J'ai l'impression que c'est quand même une zone qu'on va devoir tester. C'est une zone de démarcation du sentiment. Repartir tout de suite, alors qu'il y a quelques jours de détente de taux, ça me paraît... je comprends qu'il y a un squeeze. Oui, bien sûr, c'est mécanique. Voilà, qu'on aille chercher l'oblique supérieure, qu'on la casse et qu'on franchisse, qu'on aille chercher le sommet tout de suite. Dans l'environnement de taux actuel, et comme il y a cette partie higher for longer qui est quand même présente, je verrais bien quand même que je sois toujours un peu latéral, toujours entre le sommet 2021 et le creux 2022, toujours là-dedans, et peut-être des petits contacts, peut-être pas tout de suite, peut-être qu'on va osciller un peu comme ça, mais je verrais quand même un test d'abord de l'oblique. Là, peut-être passer un petit peu en dessous brièvement, et seulement après, l'année prochaine, peut-être 2e trimestre, où on commencera à avoir des banques centrales vraiment qui assoupliront le ton, et là, on commencera à vraiment parler de pivot et de voilà. Mais il me semble qu'il y a 1 à 2 trimestres
qui vont être challengeants et bien sûr. comment reprendre les sommets par rapport à ce trimestre-là. Le facteur taux peut pas être le seul soutien du marché action. Si on considère que les taux vont pas non plus rebaisser à des niveaux qu'on ne connaît plus et qu'on a connus auparavant, il faut quand même qu'il y ait un momentum bénéficiaire à un moment qui vienne aussi solidifier cet aspect constructif sur les actions. On en verra plus à la prochaine sûr. Et entre-temps, il y aura tout l'épisode macro, notamment la macro-consommation. C'est-à-dire que là, on a déjà vu les ISM. Il y a la macro-consommation qui, selon moi, doit quand même arriver à fléchir un petit peu. Mais dans le dernier ISM qu'on a eu, le marché l'a bien aimé. Globalement, il baissait. Mais dans la composition de l'ISM, ce qui a beaucoup pesé, c'est l'emploi. Donc ça, effectivement. Mais la partie nouvelle commande et la partie prix payé n'ont pas bougé quasiment par rapport au mois précédent. Donc, prix payé, ISM, services, trop regarde l'économie américaine, ce sont des services. Ça veut dire que la question de la détente des prix dans les services n'est pas encore si évidente que ça, malgré un ISM qui baisse. Donc, c'est ça qui peut justifier une vigilance de la Fed. Pas forcément de hausse de taux supplémentaire, mais un discours qui resterait quand même assez, pas dovish en tout cas, mitigé, voire encore un peu faucon quelque temps. On a eu quelques mouvements aussi du côté de l'euro-dollar. Alors, là aussi, la question de la fermeté du dollar se pose depuis un moment. Pas sûr que quelques journées de baisse du dollar cassent complètement cette tendance. Sur l'euro-dollar, on est revenu à 1,0750. On était tombé, si je ne dis pas de bêtises, à moins de 1,05, 1,0450 au cours du mois d'octobre. C'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça. Mais là, pour le coup... on est bien dans le scénario. C'est-à-dire que nous, on ne faisait pas le pari d'un retour à la parité, même dans la phase où les taux, notamment à l'entrée de l'automne, remontaient assez sèchement. Partant du principe que ce que Powell attendait, nous aussi on l'attendait. C'est-à-dire, il attend une économie plus faible pour montrer que cette politique monétaire fonctionne et qu'il arrive à ralentir le rythme économique, pas trop non plus, mais suffisant pour ramener l'inflation à 2%. Et donc, on attendait des signaux sur la macro, plus faible. On l'a eu. On commence à l'avoir en tout cas. Le schéma, ça veut dire ça va détendre un peu les taux, c'est ce que nous avons. Et donc, le dollar devrait suivre un petit peu en termes de détente. Donc, on l'a. Et là, pour le coup, moi, je continue de penser que... je refuse d'aller dans ce scénario en dessous de 1,05 toujours. Pour moi, si on va en dessous de 1,05, soit il y a quelque chose de l'inflation... Oui, c'est ça. C'est que le monde change, à nouveau. Ou vraiment de la version risque pure, où le dollar serait vraiment la valeur refuge. C'est-à-dire un truc où il y a une espèce de black swan et on se réfugie sur le dollar. Et à ce moment-là, mais sinon, s'il n'y a pas ce black swan, et si on continue d'avoir des stats macro qui restent moins bonnes qu'attendues, pour moi, on est plutôt parti pour osciller dans une zone 1,10, 1,05, voire un peu plus moyen terme, plutôt 1,12, mais je serais plutôt d'avis d'essayer de reconstruire des positions progressivement long euro-doll, long livre-doll, dollar australien aussi, on avait parlé quelque temps, la Chine qui semble vouloir bottomer un petit peu, qui annonce pas mal de mesures de soutien ou autres, dollar australien lié aux commodities ou autres. Voilà, pour moi, on est sur l'aspect dollar, on est sur une phase un peu un peu neutre, voire un peu affaiblissement dollar dans les semaines et les mois à venir. Donc pour l'instant, je suis plutôt long euro-doll, direction 1,10, 1,12, horizon quelques semaines. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour ces explications et cet éclairage technique sur les enjeux de marché. Chaque lundi avec nous à 13h30 en direct. Le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Paradès qui nous accompagnent en plateau.